Donc dans un premier temps, on peut retenir tout simplement que notre territoire du golfe du Morbihan est riche de nombreux patrimoines divers et variés. Ces bâtis, bateaux et savoir-faire sont une composante essentielle de l'identité des paysages et de l'histoire maritime du Golfe. La démarche concertée et l'approche globale portée par le PNR nous ont permis de mieux les comprendre et de les valoriser. Ces patrimoines maritimes sont fragiles, rapidement certains peuvent disparaître. Le PNR du Golfe du Morbihan, depuis sa création en 2014, conduit des actions en faveur du patrimoine culturel en favorisant les démarches participatives en partenariat avec les acteurs publics et locaux. Ces actions visent à la connaissance, la préservation et la valorisation du patrimoine culturel matériel et immatériel, mais également du patrimoine naturel et paysager, en se gardant de constituer un musée à ciel ouvert. Cette approche permet ainsi de croiser les enjeux de territoire et de réfléchir à une gestion durable de ces patrimoines. L'inventaire réalisé depuis 2017 a permis d'améliorer et de rendre accessible la connaissance de ce patrimoine côtier, de mettre en avant sa valeur patrimoniale, paysagère et identitaire, d'observer sa vulnérabilité aux risques côtiers et aux pressions humaines croissantes, et d'accompagner la réflexion sur sa gestion future. Donc à ce jour, on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, 19 des 22 communes du littoral du parc ont été inventoriées, portant à 900 les éléments du patrimoine identifiés sur 470 km de rivage sur les 550 que compte le parc. La diversité des éléments recensés témoigne de la richesse culturelle du patrimoine du parc et l'importance de son histoire maritime et littorale et de la nécessité de préserver cet héritage littoraux. Nous sommes arrivés au bout de la démarche d'inventaire. Il est temps aujourd'hui de construire une stratégie, on a bien évoqué tout à l'heure, une stratégie commune sur la gestion durable et intégrée de ce patrimoine côtier. On l'a bien senti aussi avec les différentes questions qu'il y a eu, les différents échanges, cette demande est très forte. Nous l'avions acté en 2019 à Baden, où tous les acteurs qui étaient présents à cette réunion avaient unanimement validé l'intérêt de la mise en place d'une stratégie commune. Cette démarche en fait, de stratégie, on a regardé avec les services, ça pourrait encore durer 2 ans, si on veut avoir un projet à peu près cohérent pour l'ensemble du parc. Et on a déjà des communes qui sont portées volontaires pour participer à cette étape. Donc on avait le Bono et Pluneret avec la rivière du Bono, on en a parlé ce matin de Brindy pour l'Ogmaricaire. C'est né à des chantiers ostréicoles de l'Angle. De nombreux autres sites peuvent et doivent faire l'objet de cette stratégie. Comme dans la plupart de nos projets, vous le savez bien, comme dans la plupart de nos projets, vous le savez aussi dans vos communes et puis dans vos associations, le nerf de la guerre, ça reste le financement. Et à ce jour, par contre, au parc, on n'a pas le financement nécessaire pour acter cette deuxième démarche. L'appel en fait, à projet pour lequel on a participé pour l'inventaire arrive à terme, donc maintenant il faut qu'on puisse trouver du financement. Néanmoins, nos partenaires qui sont ici présents, on a l'État, on a la région, le département, qui réfléchissent à trouver un montage permettant de copiloter cette élaboration stratégique en plaçant la mer, le littoral et les héritages littoraux au cœur de leur politique. Donc nous, en tout cas au parc, on espère que cela aboutisse afin que les générations futures puissent également jouir de ce patrimoine maritime. On a un devoir de transmission de ce patrimoine. Donc c'était vraiment l'enjeu de cette journée aujourd'hui, de refaire le point sur l'inventaire qui est fait, de pouvoir lancer la stratégie. Donc merci encore à tous d'avoir participé à cette réunion, c'était très riche d'échanges. Merci aux différents intervenants de la qualité de leur intervention, leur pertinence, leur technicité. Merci aux gens du parc, toute l'équipe du parc, là, vous avez fait une super journée, avec une petite dédicace comme spéciale à Irène, Juliette et Ronan, là, qui ont organisé et animé les ateliers. Donc moi je suis professeur en économie à AgroCampus Ouest et je suis par ailleurs président du conseil scientifique du parc. Alors, je ne suis pas du tout un spécialiste du patrimoine, donc si j'ai un regard de témoin, c'est un peu un témoin naïf sur cette question et je pense que je repartais de beaucoup plus loin que vous dans ce domaine-là. Alors, ça fait longtemps quand même que je m'intéresse à ce qui est savoir des professionnels de la mer, à la fois parce que c'est un patrimoine et aussi parce que je travaille dans un laboratoire d'écologie halieutique et que je pense que mes collègues ne s'y intéressent pas du tout suffisamment et que ce serait l'utilisation de ces savoirs, au-delà d'être un patrimoine, serait quand même précieuse à une certaine gestion des ressources et des milieux. Bon, après, on a dit ce matin qu'il y avait des secrets, etc., ce que je comprends bien. De l'autre côté, c'est pas forcément évident aussi d'articuler savoir scientifique et des savoirs qui sont exprimés sous d'autres formes. Je le comprends aussi.
Alors, sur tout le reste, c'est vrai que quand j'entendais parler d'inventaire du patrimoine, je trouvais ça fort intéressant, mais j'en ai toujours une vision assez figée. Et en fait, je pense que aujourd'hui, ce que j'ai appris notamment, c'est que c'est vraiment quelque chose de vivant. Pour moi, le patrimoine, c'était un peu connaître et protéger. Voilà, connaissance historique, protection, et tout ça va s'inscrire dans des inventaires, des livres qui vont être mis quelque part, des règles, des classements, etc. Et tout ça étant assez statique. Alors, si je vous raconte ça, c'est parce que je pense que je ne suis pas le seul à avoir cette vision-là, et que les habitants du Golfe en ont peut-être aussi cette vision-là, et que je pense que c'est important, si on veut mobiliser les énergies autour de la question du patrimoine, de faire un peu la guerre à cette vision-là, et justement d'expliquer que le patrimoine, c'est ce que vous avez dit aujourd'hui, hein, c'est-à-dire c'est quelque chose de vivant, c'est une dynamique collective, partagée, une identité qui est celle du passé, mais qui sera aussi celle du futur, qui est évolutive. Je pense qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de ça pour créer une dynamique d'action. Alors, sur le regard que je voulais porter sur cette journée, j'ai retenu 3 mots que je vais développer un petit peu quand même, qui sont valorisation, qui sont 3 choses qui ont été dites aujourd'hui, qui sont valorisation, choix et communauté d'action. Alors la première chose sur la valorisation, ça semble peut-être un peu basique, hein, mais j'ai retenu un mot, car sinon le patrimoine ne pourrait devenir qu'un décor. Ça, je trouve ça quand même très important. La vice-présidente de la région a également dit que, effectivement, c'est une politique volontariste de la région en faveur de la valorisation du patrimoine. C'est exactement les mêmes termes que l'on trouve dans l'orientation de la charte du parc. Et cette question de valorisation, elle me semble très importante. Alors moi, je suis économiste, j'ai travaillé, il s'avère que dans une vie antérieure, j'ai travaillé à l'OCDE dans un service qui travaille sur la valorisation des aménités dont font partie le patrimoine. Et les économistes, ils ont la fâcheuse tendance à faire dériver la valorisation directement vers l'économie de marché et tout ce qui est sonnant et trébuchant. Alors, je trouve ça intéressant de revenir sur ce terme de valorisation, parce que ce qui a été dit aujourd'hui, justement, c'est que la valorisation, c'est quand même bien autre chose. Alors, il y a déjà un premier type de valorisation qui est la valorisation pour la formation des professionnels de la mer, on en a parlé, pour la surveillance des milieux, etc. Ça, c'est tout ce qui concerne la transmission des savoir-faire, et je trouve que c'est quelque chose de très important. C'est un patrimoine qui est très précieux. Alors c'est vrai que c'est des savoirs qui sont difficiles à transmettre, parfois difficiles à transmettre autrement qu'oralement, difficiles à mettre en forme pour les articuler avec d'autres catégories de savoirs, notamment scientifiques, mais c'est vraiment, je me répète un petit peu là-dessus, mais très important d'essayer de le faire. Alors, un autre type de valorisation que je trouve vraiment passionnant aussi, c'est valorisation pour retrouver le sens du décor, ce qui a été dit aussi. Hein. C'est-à-dire, le muret dont on fait des cairns, parce qu'on ne sait pas que c'est un muret ancien, on n'en connaît pas le sens. Hein. Le four à Goémon, qui n'est pas une tombe du Mésolithique, une fois qu'on connaît l'histoire, effectivement, on donne un sens aux choses, et là, il y a vraiment, je pense, alors là, on rejoint un petit peu les discours des économistes, mais il y a vraiment une création de valeur, il y a quelque chose qui prend de la valeur, qui gagne de la valeur, et je pense que alors cette valeur n'est pas forcément sonnante et trébuchante, effectivement, mais c'est une valeur qui est très importante. Retrouver le sens des pratiques, des activités avec la collecte des savoirs des professionnels de la mer, là aussi, ça peut amener à regarder différemment ce qui peut n'être vu que comme un décor, certes esthétique, mais il va prendre du sens ce décor, et là aussi, c'est une création de valeur, c'est vraiment de la valorisation. Alors, la valorisation comme support d'identité, j'ai trouvé ça intéressant qu'on dise l'identité, c'est quelque chose de dynamique. Hein. On a une identité passée, on a une identité qui évolue, qui se transforme, et le patrimoine est vraiment un trait d'union entre une identité qui vient du passé et qui se construit pour le futur.
Et puis, valorisation pour se retrouver, créer de l'émotion, faire société autour de ce patrimoine. C'est aussi par l'approche sensible, hein, par l'écriture, la photographie. Il y a un excellent petit carnet sur le Bono, là, que j'ai eu le plaisir de consulter. La connaissance aussi, créer l'émotion. Entre l'enquête poétique et l'enquête ethnographique, qui quelque part semblent bien loin l'une de l'autre, peut-être que quelque part on recherche un petit peu la même chose. Tout ça, c'est de la valorisation, et je pense que, en tout cas pour moi, c'est beaucoup plus clair là-dessus, ce qu'on peut mettre derrière valorisation à l'issue de cette journée. Alors, deuxième mot, c'est le mot choix. Là, c'est moins rigolo quand même, parce que ce matin, il a été dit, et je pense qu'il faut le dire aussi, on a le choix entre laisser se perdre ou patrimonialiser. Ce que je trouve, voilà, effectivement, il faut être pragmatique là-dessus. Cet après-midi, vous êtes beaucoup revenus sur le terme de hiérarchisation. Donc, effectivement, il faut faire des choix. Alors, entre le blocos de la Seconde Guerre mondiale et les pêcheries de l'âge de bronze, comment on construit une échelle de valeur pour faire un choix ? Qui ne semble pas très évident. Qui construit cette échelle de valeur ? Est-ce qu'il faut considérer ce qui est visible et abandonner ce qui l'est moins ? Est-ce que celui qui est légitime, c'est celui qui se présente comme celui qui sait, qui connaît, etc. Est-ce que c'est celui qui a un lien intime avec ces biens-là, qui est très attaché ? Est-ce que c'est l'élu, parce qu'il a quand même été élu pour prendre des décisions ? Bon, tout ça, c'est une discussion qu'on a sur bien d'autres cas, et à laquelle il n'y a pas de réponse préconstruite, mais sur laquelle il y a des réponses qui se construisent dans des espaces de discussion, de concertation, et dans lesquels, finalement, on construit une légitimité à décider, qui va être celle d'un peu tous ces acteurs-là. Je crois que l'enjeu, là, c'est vraiment d'essayer de construire des hiérarchisations et des décisions, mais qui soient le produit d'une légitimité à décider qui elle-même est à construire dans ces espaces de discussion. Donc tout à l'heure, il a été dit définir en commun des critères. C'est effectivement ce qui est en jeu, et puis sans doute tenir compte aussi de l'envie d'agir pour ces biens patrimoniaux. Alors, ce matin, il a été parlé aussi de choix à faire par rapport à des conflits d'usage, par exemple entre la conservation de barrages en pierre et puis les activités goémonières. Et d'ailleurs, là-dessus, sur ces choix à faire en situation de conflit, la question de la connaissance des professionnels de la mer, du patrimoine immatériel, elle revient, je trouve, de façon assez intéressante, parce que l'un des premiers pas pour sortir du conflit, c'est souvent de mieux connaître l'activité de l'autre, de mieux la reconnaître, et ce faisant, de mieux la respecter. Et ça, là, je crois qu'il y a un lien direct entre les choix qu'il y a à faire, qui sont parfois la hiérarchisation, parfois de compromis à construire, hein, et cet aspect de reconnaissance d'un certain nombre de savoirs. Et puis il y a des choix par rapport à des menaces. Alors ce matin, il a été dit une chose, c'est que la réglementation n'est pas forcément favorable à la prise d'initiative locale. Je ne voudrais pas associer la réglementation à une menace, mais la réglementation résout certaines choses, mais la réglementation, elle n'est jamais complète. Et dans certains cas, elle va séparer notamment les questions de nature, de culture, elle va jouer un rôle. Alors la réglementation plus un peu le paysage institutionnel va avoir tendance à séparer des choses dont on a dit aujourd'hui qu'il faut absolument les relier. Alors là, on se rapproche de ce que moi je connais mieux, qui est quand même le domaine de la concertation, où dans la concertation, on a tendance à construire, parce que permet la concertation, justement, c'est de construire un peu dans les interstices de la loi, alors pas contre la loi, hein, je vous rassure, parfois de faire évoluer la loi d'ailleurs, mais de construire dans les interstices de la loi, parce que la loi ne prévoit jamais toutes les situations, et ça permet de créer des arrangements, des compromis qui sont intéressants pour toutes les parties et qui, quelque part, créent une valeur ajoutée. La concertation, elle est là pour créer de la proximité entre les gens et créer une valeur ajoutée dans la décision. Je pense que là aussi, c'est de ça dont il s'agit. On n'est pas rentré tellement dans le détail des problèmes réglementaires, mais
On est rentré beaucoup dans le détail des outils, mais des problèmes posés par la réglementation. Mais je crois qu'autour de tout ça, on a bien vu cet après-midi qu'il n'y avait pas de réponse préconstruite et que je pense que l'une des réponses, c'est vraiment de co-construire par la concertation dans des espaces d'action collective. Alors, dernière chose, c'est le terme de communauté d'action. Ce matin, ce qui a été dit, c'est construire des objectifs communs et aller vers des communautés d'action. Et vous avez repris le terme qui a été utilisé par Alexis Glohaguin de travail ensemble. Je pense qu'on y arrive, hein, et si je parlais justement de faire des choix collectivement, on arrive, les choix il faut les faire porter par une communauté d'action. Alors, cet après-midi, on a beaucoup parlé d'outils, mais ces outils, ils ne sont rien sans une communauté d'action qui les porte. Hein. On sait assez bien que des outils de planification qui ne sont pas portés par une communauté d'action, alors qui peut être faite par des acteurs très différents, hein, mais ils ne servent à rien et puis ils finissent par mourir quelque part. Alors, cette communauté d'action, je trouve que le domaine qui nous réunit aujourd'hui, c'est vraiment un domaine caractéristique de ce qu'on appelle la gouvernance quelque part, c'est-à-dire une façon de construire de l'action publique en associant des acteurs privés et des acteurs publics, des pouvoirs publics et des acteurs associatifs, privés, etc. Et avec eux, l'enjeu, c'est vraiment de construire effectivement des objectifs communs. Alors, il ne s'agit pas, quand je dis ça, c'est bien sûr, il ne s'agit pas de remettre en cause les prérogatives de la DDTM ou de qui que ce soit, hein. Mais la DDTM ne peut rien faire seule de toute façon non plus, je pense que vous en conviendrez. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est vraiment effectivement peut-être de faire naître une communauté d'action autour de ces éléments de patrimoine. Il y a un certain nombre de choses qui ont été dites sur l'implication des citoyens. Donc par exemple, déjà ce matin sur les sciences citoyennes, ça je trouve ça très intéressant, hein, sur les inventaires. Les sciences citoyennes, ça permet aussi justement de mettre un premier pas dans l'engagement, dans une mobilisation, dans l'appropriation de l'action collective. On a parlé de la mobilisation citoyenne pour définir ce qu'est le patrimoine, peut-être pour hiérarchiser ce qu'il faut préserver et ce qu'il faut peut-être mettre un peu de côté. Là-dessus, je crois que les citoyens n'ont pas toujours conscience du pouvoir d'action qu'ils ont, hein, qui n'est pas seulement un pouvoir d'opposition par rapport à la décision publique, mais qui est très souvent un pouvoir de co-construction avec l'acteur public. Et puis, on a parlé de trouver des gestionnaires pour gérer ce qui aura été priorisé. Et là, évidemment, l'implication citoyenne, elle est essentielle. Alors, je pense que là, l'enjeu, c'est effectivement de créer ça. Alors, un élément de la création de cette communauté d'action, c'est la question nature et culture. Là aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, ce qui a été dit là-dessus, c'est-à-dire le bassin ostréicole qui est aussi une réserve de biodiversité. Il y a une communauté d'action patrimoine, plutôt patrimoine, et puis il y a une communauté d'action plutôt biodiversité. Au sein de l'État et des acteurs publics, il y a aussi une très forte séparation entre ces deux domaines. L'enjeu, là, c'est peut-être justement de réunir ces deux domaines et d'essayer de les faire travailler ensemble. Alors, sur cette communauté d'action, la DDTM a dit toutes les initiatives sont bienvenues. Je trouve ça très bien de dire ça. La région a dit la valeur ajoutée de la région, c'est de relier les gens. Le PNR, c'est aussi, je pense, largement sa vocation, hein, c'est d'assembler des énergies. Je pense que c'est l'enjeu pour le futur. Je crois que cette journée, elle a permis, en tout cas, moi, elle m'aura permis d'apprendre beaucoup de choses. Hein. Je pense qu'elle a permis de créer une culture commune autour de ces questions et que l'étape suivante, c'est peut-être effectivement d'avancer sur la construction de cette communauté d'action et de la stratégie qui en émergera.